Le Brexit a échoué. C'est ce que déclare Nigel Farage, l'un de ses principaux promoteurs en mai 2023. Voté en 2016, un accord avait enfin été signé avec l'Union européenne le 31 janvier 2020, qui devint effectif le 1er janvier 2021. Je n'ai pas dit que le Royaume-Uni s'était mis rebellant. Du reste, nous proposons la sortie de l'OTAN, alors que le Royaume-Uni, le Brexit, est dans le cadre de l'OTAN. Mais ce que je veux dire... Alors, on voit beaucoup de gens qui s'excitent sur le Brexit et sur les soi-disant conséquences du Brexit pour le Royaume-Uni. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les pays sont confrontés, à une récession qui s'annonce violente et à l'inflation, que ça n'est pas dû au Brexit, mais c'est simplement dû à la conjoncture. Alors, vous êtes encore farouchement favorable au Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne. Vous êtes un des derniers, là, en France. Oui, mais ça le fait que l'on soit un des derniers ne prouve qu'une chose, c'est le fait que la scène politique française est de plus en plus verrouillée. Les difficultés post-Brexit sont largement exploitées par la grande presse européenne. Le grand sujet de notre époque, c'est celui-ci. Est-ce que oui ou non, les Français vont laisser détruire la France ? Pour Nigel Farage, l'un des principaux partisans du Brexit, la sortie de l'Union européenne a échoué, pour une raison simple. Ce que je pense, c'est que nous n'avons pas su vraiment tirer parti du Brexit sur le plan économique. En revanche, ce que le Brexit a prouvé, je le crains, c'est que nos politiciens sont à peu près aussi inutiles que l'étaient les commissaires à Bruxelles. Nous avons totalement mal géré la situation. Et si vous regardez des choses simples, telles que les rachats et la taxe de coopération, nous faisons fuir les entreprises de notre pays. On peut dire que nous avons repris le contrôle. Nous réglementons nos propres entreprises encore plus qu'elles ne l'étaient sous l'UE. Le Brexit a échoué. En effet, pour l'homme politique britannique, la régulation imposée aux entreprises est pire que celle de l'Union européenne. Et les difficultés post-Brexit sont largement exploitées par la grande presse européenne, notamment en France, où l'on craint un effet de contagion au sein de la population française. Pour en parler, je reçois John Lockland, chargé de conférences en sciences politiques. Pour revenir à Nigel Farage, il a récemment déclaré, il y a 6 mois à peu près, que le Brexit avait échoué. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Parce qu'il n'a pas été réalisé. Enfin, il a été réalisé, mais aucun bénéfice n'a été tiré du Brexit. Aucune loi européenne n'a été abrogée. Nous avons 47 ans, je dis nous, le Royaume-Uni a 47 ans de jurisprudence et de loi européenne qui s'est accumulée pendant les années de l'adhésion britannique et aucune loi européenne n'a été abrogée. Aucune tentative n'a été faite pour rendre le Royaume-Uni plus compétitif. Par exemple, en abandonnant les politiques dites vertes. Bien au contraire, ce que nous observons depuis la réalisation du Brexit en 2020, début 2020, c'est, je dirais, la revanche de l'État profond ou de l'establishment, comme on disait autrefois, sur le peuple. Je veux dire par là que l'establishment britannique, la majorité des parlementaires, la majorité des députés, le système judiciaire, les médias, bien sûr l'administration publique, considère, et cela depuis 2016, que le Brexit a été une énorme erreur et qu'il faut faire tout pour compenser cette erreur, non pour en tirer un bénéfice. C'est la raison pour laquelle aucune mesure n'a été prise pour réaliser les bénéfices. En même temps, il est important de rappeler à nos spectateurs que le commerce qui traverse la Manche, le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'a absolument pas été affecté négativement par le Brexit. Il y a autant de commerce qu'avant, il y a même plus. Ça fait partie, vous savez, de la mentalité socialiste qui domine en Europe et aussi en grande partie au Royaume-Uni, que de croire que le commerce suivrait en quelque sorte les accords de commerce. Non, le commerce a sa propre logique, notamment le prix, la disponibilité, les services qui sont proposés, les biens, etc.
Croire que du jour au lendemain, suite à une baguette magique, que le commerce va changer dans un sens ou dans l'autre, c'est totalement ridicule. Je prends un exemple, le commerce avec la Chine. Le commerce du Royaume-Uni avec la Chine et notamment les importations est beaucoup plus important que le commerce avec la France. Mais bien évidemment, ni le Royaume-Uni ni l'Union européenne n'a un accord de libre-échange avec la Chine. Le commerce suit sa propre logique. Les biens arrivent par tonnes et millions ou milliards de tonnes, en tout cas milliards de livres de biens arrivent en Angleterre sans être contrôlés, sans être soumis à quelque régime que ce soit, vous savez. Donc, si ce n'était qu'une question de commerce, il n'y a pas de raison de revenir sur les accords qui existent déjà. Alors dans ce cas, d'où viennent les difficultés économiques de l'Angleterre aujourd'hui ? Elles ne viennent absolument pas du Brexit. La classe politique française est obsédée par cette idée assez sadique d'ailleurs que de voir le Royaume-Uni souffrir à cause de son péché, de ce terrible péché qu'il a commis contre la doxa européenne. Non, elles viennent, je dirais principalement du fait que depuis 20 ans au moins, le Royaume-Uni, l'économie britannique se drogue sur l'immigration. Bienvenue à Bruxelles pour ce 299e numéro de La Faute à l'Europe. Nous sommes en l'an 4. Après le Brexit, une écrasante majorité des Britanniques considèrent que cette sortie a été un échec. Toute l'Europe a compris que quitter l'Union européenne dans un monde globalisé était un pari très risqué. Toute l'Europe, non, car un petit parti... Non, car un petit parti peuplé d'irréductibles souverainistes résiste encore et toujours à l'envahisseur européen, le chef de l'UPR, l'Union populaire républicaine, que l'on voit apparaître à chaque élection en France. Et parmi nous, bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci d'être venu à nous, ici, au Parlement européen. Vous espérez pouvoir siéger ici prochainement? Oui, il faut dépasser 5%. J'aimerais bien que nous ayons quelques députés pour faire... pour la France, ce que Nigel Farage a fait pour le Royaume-Uni. Alors, vous êtes encore farouchement favorable au Frexit, une sortie de la France de l'Union européenne. Vous êtes un des derniers, là, en France. Oui, mais ça le fait que l'on soit un des derniers ne prouve qu'une chose, c'est le fait que la scène politique française est de plus en plus verrouillée et totalitaire, en fait. Parce que si je reprends les sondages récents qui ont pu être faits, un sondage Eurobaromètre de 2022, il n'y a que 32% des Français qui ont encore confiance dans les institutions européennes. C'est le pays le plus... européenne. C'est le pays le plus défiant vis-à-vis de l'Union européenne. Et puis un sondage récent aussi sur les partisans du Frexit en France, plusieurs sondages montrent qu'il y aurait entre 30 et 40% en fait. Et même, je vous rappelle que Emmanuel Macron lui-même s'étant rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait dit « Et s'il y avait en France un référendum sur le Frexit, qu'est-ce qu'il se passerait ?» Et le jeune président de la République, Macron, avait répondu « Je pense que le Frexit l'emporterait. » Donc, ce qui British voted to leave this sophisticated structure. Look, I'm not the one to judge or to comment the decision of your people, but my interpretation is that a lot of losers of this new globalization and this new system suddenly decided that it was no more for them. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. In a similar context, but our context
was very different. So I don't want to make any. I mean, to take any bet, but I would have definitely fought very hard to win. But I think it's a mistake when you just ask yes or no, when you don't ask people how to improve the situation and to explain how to improve it. Donc ce qui n'est pas normal sur la situation française, si vous voulez, c'est qu'il y a peut-être 30, 40, peut-être même plus de 50% des Français qui sont en faveur du Frexit et le débat, en fait, est interdit. Je vous remercie de m'inviter, mais vous savez que depuis, par exemple, 7 ans, je n'ai jamais été invité sur la quasi-totalité des grands médias français. Ça n'est pas normal. Ben voilà, nous, on cherche à donner la parole à tout le monde. Bonjour, Jade Grandin de l'Éprevier, correspondante de l'Opinion, et Jean Quatremer, correspondant de Libération. Alors, c'est quand même assez... Quitter l'Union européenne, abandonner l'euro pour le franc, c'était les deux mesures phares du RN il y a 10 ans. Mais depuis, le Brexit est passé par là et a douché un peu les ardeurs de Marine Le Pen, d'autant que 3/4 des Français sont attachés à l'Europe. Aujourd'hui donc, Jordan Bardella a totalement abandonné l'idée d'un Brexit, mais il souhaite garder l'euro. Quant à la Commission européenne qu'il fallait supprimer, le RN veut finalement la conserver en la privant d'une partie de ses pouvoirs. À la place, le RN veut créer une Europe des nations souveraines. L'espace Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes, serait réservé aux seuls ressortissants européens. La France aurait la liberté de rétablir ses frontières et pourrait appliquer la préférence nationale pour l'attribution des marchés publics. Mais ce projet d'Europe à la carte aboutit à un détricotage de l'UE telle qu'elle existe aujourd'hui. Et pour cela, il faut l'accord unanime des pays européens, ce qui est loin d'être gagné. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions. François Asselineau, finalement, vous êtes vraiment l'un des derniers, là. Mais vous savez, excusez-moi de faire des comparaisons désagréables, mais tous les régimes totalitaires ont toujours verrouillé toute opposition. Ce n'est pas parce que de plus en plus de partis sont revenus et sont maintenant dans le mainstream. régime totalitaire, c'est l'Europe ou c'est la République française pour vous, là, maintenant? Ce qui se passe en ce moment en France. Ah, d'accord. Ce qui se passe en France, c'est que si vous êtes contre la construction européenne, eh bien, vous n'avez plus accès à rien. Vous êtes complètement invisibilisé. Je suis désolé, ça rappelle furieusement des régimes dictatoriaux. Bon, quand même, aujourd'hui, Jade, les Britanniques, ils ne sont que 22% à considérer que le Brexit a été une bonne chose. A priori, ils ont compris. C'est probablement pour ça qu'en France, vous avez de moins en moins de personnes, et notamment on pense au Rassemblement national, qui défendent le Frexit. Parce que la principale chose qui a changé ces dernières années, c'est qu'on a eu un peu la preuve par l'exemple, avec le Brexit, de toutes les difficultés qu'ont rencontrées les Britanniques, notamment l'inflation qui a explosé au Royaume-Uni, donc il y a vraiment une crise du pouvoir d'achat là-bas. Sur l'immigration, c'était un énorme argument de la campagne pour le Brexit. Au final, il y a une augmentation des arrivées illégales. Il y a une charge de la bureaucratie qui a explosé pour les PME. Sur l'inflation, a priori, la livre, ils avaient déjà leur indépendance sur ce plan-là. Ils ne faisaient pas partie de la zone euro. Mais ils ont quand même quand même eu une crise de l'inflation plus forte que ce que nous, on a vécu, qui était déjà assez fort. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de défendre le Frexit parce que on voit bien tous les jours les difficultés que rencontrent les Britanniques depuis qu'ils sont sortis. Et on voit bien comment chez eux, maintenant qu'ils l'ont fait, l'opinion a changé. Donc comment défendre ça en France maintenant alors qu'on a bien vu que ça ne marchait pas outre-Manche? Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, une des seules émissions où le présentateur et l'invité connaissent le sujet. Alors, on voit beaucoup de gens qui s'excitent sur le Brexit et sur les soi-disant conséquences du Brexit pour le Royaume-Uni. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tous les pays sont confrontés, à une récession qui s'annonce violente et à l'inflation, que ça n'est pas dû au Brexit, mais c'est simplement dû à la conjoncture et les manœuvres des banques centrales depuis une quinzaine d'années. Donc, pas plus, pas moins le Royaume-Uni qu'un autre. Quelle est votre position sur le Brexit et sur les conséquences, soi-disant, aujourd'hui du Brexit?
Alors, c'est ça qui est très étrange, Olivier, c'est que quand vous avez eu la crise avec Liz Truss, vous avez beaucoup de journalistes qui ont dit, ben voilà, c'est la crise du Brexit, ce qui est assez étrange parce qu'en fait, cette crise, elle n'a rien à voir avec le Brexit. C'est un problème de conflit entre la Banque d'Angleterre et le gouvernement, un problème d'inflation, un problème de dette publique, un problème de crise sur les fonds de pension. En fait, c'est une crise qui a eu lieu même sans Brexit et même avec un gouvernement du Labour. Et donc, voilà, le Brexit, c'est plus un enjeu de long terme plutôt que la cause de ce bruit financier et de la crise au Royaume-Uni. La crise, on l'a dit, elle est mondiale et donc l'inflation au Royaume-Uni à l'heure actuelle, elle n'est pas tellement différente de l'inflation en zone euro. C'est à peu près le même taux de variation accumulé sur l'année qui est à peu près autour de 10%. Alors en plus, beaucoup de journalistes reprenaient en cœur le fait que le sterling s'écroulait vis-à-vis du dollar, mais exactement comme l'euro. Et finalement, quand vous regardiez le cours du sterling par rapport à l'euro, lui, en revanche, il ne bougeait pas. Donc, on était toujours sur cette zone de 1,15. On n'a pas énormément bougé. En revanche, eh bien, le sterling se casser la figure contre dollar, mais exactement au même titre que l'euro le faisait, au même titre que le yen le faisait. Et donc, c'était un effondrement de toutes les monnaies face au dollar, et pas uniquement le sterling. Oui, exactement. Hein. Vous avez au contraire, hein, depuis 2021, la livre sterling, elle s'est valorisée par rapport à l'euro. Elle a pris à peu près 6% depuis la fin 2021. Donc voilà, je pense que c'est plutôt des analyses avec un biais politique plutôt qu'une réalité économique. Le Brexit, c'est des défis de long terme. Je pense que d'ici probablement 10 ans, on pourra tirer des évaluations crédibles, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la crise que traverse le Royaume-Uni à l'heure actuelle. Et si vous prenez le PIB en variation interannuelle, actuellement, le Royaume-Uni a une croissance supérieure encore à beaucoup de pays européens, dont la France. C'est vraiment des situations une situation qui est complexe. Et voilà, c'est vrai qu'on a tous besoin de boucs émissaires dans la vie. Et ben, pour certains, c'est le Brexit. Vous allez pouvoir répondre. Le Frexit, ça vend plus. Toute la campagne électorale de Giorgia Meloni, ça a été « oui, nous allons organiser un référendum pour sortir de l'euro, pour sortir de l'Union européenne ». À peine arrivée au pouvoir, elle se comporte à Bruxelles comme une élève modèle, non seulement auprès de ses camarades européens, mais auprès de ses camarades de l'Union, de l'Alliance Atlantique. Et le député européen et tête de liste RN, Jordan Bardella, qui, au lancement de sa campagne, il a jugé utile de revenir sur la volte-face du RN au sujet du Frexit. Sur notre vision européenne, qu'on ne se méprenne pas, nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Précisément parce qu'on ne quitte pas la table du jeu quand on est en train de gagner la partie. Que les idées de tous soient bien claires, nous ne sommes pas contre l'Europe, mais contre l'Union européenne. Voilà, le RN, nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Vous, à l'UPR, vous êtes pourquoi, contre quoi ? Nous sommes pour la souveraineté nationale, donc nous sommes pour la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je dément formellement ce que l'on dit sur la situation au Royaume-Uni. Ce n'est pas mirobolant. Mais il est assez extraordinaire que l'on nous dise que le Brexit n'a pas marché sur la foi de quoi ? De sondages qui sont faits par un seul organisme qui s'appelle Opinium, avec un monsieur qui est à la tête, qui est en fait aux États-Unis. C'est pas que les sondages, c'est l'inflation. Mais non, justement, si vous voulez, le taux de chômage au Royaume-Uni est moitié moindre qu'en France. Le taux de croissance au Royaume-Uni est supérieur à celui de la France. Les déficits commerciaux et les déficits de la balance des paiements au Royaume-Uni est inférieur à celui de la France. La dette publique au Royaume-Uni est inférieure à celle de la France. Donc je n'ai pas dit que le Royaume-Uni c'était mirobolant. Du reste, nous proposons la sortie de l'OTAN, alors que le Royaume-Uni, le Brexit, est dans le cadre de l'OTAN. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est totalement faux de dire que les Britanniques se mordent les doigts du Brexit. Si c'était vrai qu'ils organisent un nouveau référendum, ils ne le font pas. L'indice PMI en janvier 2024 s'est établi à 52,5 au Royaume-Uni, à 47,9 à la zone euro, à 44,2 pour la zone France.
Le taux de chômage en décembre 2023 était de 4,2% au Royaume-Uni, 6,5% dans la zone euro, 7,4% en France, et encore, il y a beaucoup d'artifices dans la comptabilisation du chômage en France. Le taux d'emploi était en novembre 2023, 75,8% au Royaume-Uni, 70,1% en zone euro, 68,3% en France. C'est-à-dire que le taux d'emploi de la population est moindre en France que au Royaume-Uni. La croissance de 2016 à 2023 s'établit au Royaume-Uni à 10,1%, à 11,4% dans la zone euro, donc un peu supérieur, mais à 8,9% seulement en France, c'est-à-dire un véritable décrochage par rapport au Royaume-Uni. Je rappelle que si la zone euro connaît une assez forte croissance, c'est parce qu'il y a des pays, notamment des pays de l'Est, qui bénéficient de fonds versés par l'Union européenne, en fait des fonds provenant de l'Allemagne, France, etc., et qui dynamisent leur croissance. L'indice de production manufacturière sur une base 100 en 2015, en novembre 2023, on est à 107 au Royaume-Uni, 102,3 en zone euro, 98,8 en France. Donc, c'est-à-dire que la production manufacturière a continué de baisser en France de 2015 à 2023, alors qu'elle a grimpé de 7% au Royaume-Uni avec le Brexit. L'indice de production de la construction, avec toujours une même base 100 en 2015, et c'est la base 100 en France, donc c'est-à-dire que ça n'a pas bougé, l'indice de production de la construction en France entre 2015 et novembre 2023, c'était 110,7 en zone euro, 119 au Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a 19% de croissance supplémentaire au Royaume-Uni par rapport à la France sur cet indice de production. L'inflation, ce fameux taux d'inflation en 2023, le Royaume-Uni a affiché un taux d'inflation de 4,2, supérieur, il est vrai, à celui de la zone euro 2,9, mais à peu près exactement égal à celui de la France 4,1%. Ensuite, la hausse des salaires, et ça c'est un point très important, en 2023, elle a été de 7,3% au Royaume-Uni, 5,3% en zone euro, 4,3% en France. Je rappelle que avant le Brexit, le SMIC au Royaume-Uni était inférieur au SMIC français et qu'il est désormais nettement supérieur, je crois d'environ 10%, sachant que par ailleurs, la masse des travailleurs au Royaume-Uni qui sont payés au SMIC, ça n'est que 5% des salariés, alors que c'est 17% en France, ce qui prouve qu'en France, il y a un phénomène de paupérisation par rapport au Royaume-Uni. Voilà. Le gain théorique du pouvoir d'achat en 2023 a été de 3,1% au Royaume-Uni, 2,4% en zone euro et 0,2% en France. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que, contrairement à une légende urbaine que M. Jean Quatremer reprend à son compte, le Front National n'a jamais proposé la sortie de l'Union européenne. J'offre ici une caisse de 6 bouteilles de champagne à la première personne qui me produira une profession de foi du Front National depuis 40 ans, disant qu'il faut sortir de l'Union européenne. Ça n'est pas exact. Et ce que nous reprochons à M. Bardella, à Mme Méloni, etc., d'une part, c'est d'être d'extrême droite, alors que je rappelle que notre mouvement politique se situe, comme le Conseil national de la résistance, au-dessus du clivage droite-gauche. La meilleure preuve étant d'ailleurs que la liste que nous allons présenter le 9 juin aux européennes comporte quelqu'un qui a été sénateur apparenté PS, puis PC et vice-président de l'Association des maires ruraux de France, qui nous a ralliés, et nous avons beaucoup de gens de gauche qui nous rallient. Donc ça, c'est un point fondamental. Et deuxièmement, ce que nous disons, c'est que si M. Bardella, si Mme Méloni sont présentés devant les médias, c'est parce que ce sont des faux opposants, parce qu'ils n'ont pas l'analyse précise que nous avons sur les conséquences exactes de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. À ceux qui sont capables de vous dire quand ou comment le FN, à l'époque où le RN a demandé ou a souhaité la sortie de l'Union européenne, c'est une caisse de champagne à la première personne. Juste à la première. Oui, je peux même dire à tous ceux qui le message est passé. Attendez, j'ai bien dit, hein, en tout cas, une profession de foi envoyée aux électeurs. Ah oui, d'accord. Où il en est question. Ah oui, d'accord. Il y avait une note de bas de page. Non, vous évoquiez tout à l'heure l'Eurobaromètre de 2022 parce que les chiffres vous arrangeaient, mais quand on regarde l'Eurobaromètre de 2023, les Européens ont tendance à déclarer que leur pays a bénéficié assez largement de l'Union européenne. En Irlande, par exemple, 93% déclarent que leur pays en a profité, 70% en France et en Allemagne. Voilà, donc les deux pays. L'Autriche, 55%, l'Italie, 57%, qui sont a priori
en bas du classement, mais c'est quand même plus que c'est la majorité, en tout cas, de ces populations. Il y a quand même un consensus en Europe autour de la question, sur le fait qu'on a bénéficié de l'Europe. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous avez des médias qui ne sont pas libres de débattre sur ces questions. Bah là, on est libre. Non, là, je suis comme d'habitude face à 3 personnes qui sont en faveur de la construction européenne. Et je suis tout seul. Donc, on n'a pas de débat approfondi. Plutôt que de sortir des sondages, il faudrait sortir des données macroéconomiques, il faudrait sortir des bilans. Quel est le bilan ? On nous a expliqué il y a encore 20 ans que l'Union européenne avait pour vocation d'assurer, de faire contrepoids aux États-Unis d'Amérique et à la Chine. On voit que les États-Unis d'Amérique et la Chine sont en train de tirer les marrons du feu et la France et l'Europe ne cessent de s'enfoncer. Par exemple, vis-à-vis de la Chine. Donc, tout ce qui avait été... Sur le bilan, vous soulignez le fait qu'il faut faire des bilans, etc. Et je pense que c'est un point capital, c'est que quand on parle du Frexit, quand les défenseurs du Frexit en parlent, vous ou le Rassemblement national, c'est toujours quelque chose d'abstrait et en tant que responsable politique, on a le droit de prôner des changements. Simplement, je pense qu'il faut être honnête avec les électeurs sur le fait que c'est des changements majeurs et dire quelles seront les conséquences. Et donc on en parle toujours de manière très abstraite, mais on voit bien avec le cas du Royaume-Uni que c'est un changement majeur. Enfin, les fonctionnaires ont travaillé dessus pendant des années. C'est quelque chose qui mobilise tout le pays, qui va impacter toutes les politiques publiques, qui a des conséquences énormes et donc des risques forcément. Et ce qui frappe avec le Rassemblement national, c'est qu'avant, il disait... le soir du Brexit, Marine Le Pen disait « c'est un moment de joie pour les Britanniques, il faut faire la même chose en France ». Donc c'est ça qu'elle disait, il faut organiser un référendum. Et maintenant, ils disent « nous ne défendons plus le Frexit ». Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a jamais eu de mea culpa, entre guillemets, du Rassemblement national, de moment où ils disent « nous, en tant que responsables politiques, on a défendu le Frexit ». Et tout d'un coup, pourquoi on ne le défend plus ? Attendez, laissez-moi finir. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait mené la France à un échec ? Et c'est quand même important, s'ils avaient été élus à l'époque, ils l'auraient fait. Et du jour au lendemain, ils disent « Ah mais en fait, on ne veut plus le faire ». D'accord, mais si on avait voté pour vous, ce serait passé. Donc si on vous fait confiance maintenant, est-ce que demain, vous allez changer d'avis et nous mener à la catastrophe ? C'est ça qui est inquiétant. François Asselineau. Attendez, il y a un moment à partir duquel il faut prendre la hauteur de vue. Bon. Quand vous regardez l'indice de développement humain, l'indice IDH, calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement de l'Organisation des Nations Unies, quels sont les pays les plus développés du monde ? Selon c'est un critère, c'est multicritère, c'est le PIB par habitant, c'est l'espérance de vie à la naissance, c'est la participation des femmes, notamment à la vie publique, etc. Vous avez, selon ce critère, les 3 pays les plus développés du monde, c'est la Norvège, la Suisse et l'Islande, c'est-à-dire les 3 pays d'Europe qui, justement, ne sont pas entrés dans l'Union européenne. Donc l'idée... européenne. Donc l'idée selon laquelle il faudrait absolument se fusionner... Peut-être parce qu'ils estimaient qu'ils n'en avaient pas besoin, parce que précisément ils avaient des hydrocarbures, etc. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, la Norvège est dans l'Union européenne de facto parce qu'elle est dans l'espace économique européen, et la Suisse est liée à l'Union européenne par environ une centaine d'accords bilatéraux. Aujourd'hui, qu'est-ce que fait le Royaume-Uni ? Elle est en train de négocier le modèle suisse, puisqu'elle rentre petit à petit dans les politiques de l'Union européenne, parce qu'elle se rend compte qu'elle en a besoin. La Norvège, comparons à la France, c'est bien connu, les réserves pétrolières et gazières françaises font envie à la planète entière. La Suisse, c'est le coffre-fort du monde. Si vous prenez ce modèle-là pour la France, effectivement, c'est-à-dire qu'on va devenir le paradis fiscal du monde, ben on n'est pas sorti de l'auberge. L'Islande, 300 000 habitants, comparé à un pays de 67 millions d'habitants, qui a la force nucléaire, qui doit faire face à des menaces, la Russie, en Afrique, etc. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous prenez des exemples, c'est des exemples qui en aucun cas ne peuvent se comparer. La Norvège qui applique toutes les règles européennes sans avoir voix au chapitre à Bruxelles, parce qu'il n'y a pas de commissaire européen, pas de député européen, rien. Ça, c'est encore une fois, c'est de la propagande. Ce qui est dit est faux. Il y a effectivement un certain... Ah bon, c'est faux ? Oui, c'est faux. Oui, par exemple, la Suisse ne s'est pas alignée sur la politique étrangère vis-à-vis de la Russie et sur l'Ukraine. Ah, la politique étrangère, oui. Oui, mais sur le marché intérieur, oui. La Norvège est un pays qui est resté justement neutre et qui est, par exemple, c'est la Russie, alors. Attendez, sur l'affaire du Moyen-Orient, par exemple, les accords
qui avaient eu lieu entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, c'était bien les accords d'Oslo. C'est-à-dire que ce sont des pays qui sont restés en dehors de cet impérium. La construction européenne, en fait, est une vassalisation mais dans l'Alliance américaine. Atlantique, La réalité, c'est celle-là. La Norvège est dans l'Alliance Atlantique. Laissez-moi pas. Il y a une question sur laquelle la Suisse j'aimerais n'est pas bien dans l'Alliance avoir votre Atlantique. avis. Il y a une question auquel vous n'avez pas répondu, c'est est-ce que selon vous, c'est sans risque le Frexit ? Est-ce qu'il y a des risques ou pas à le faire ? Il y aura des problèmes quand on sortira de l'euro, ça c'est tout à fait exact. Mais vous savez, vous croyez qu'il n'y a pas de risque à rester dans l'euro ? Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment ? Vous avez vu l'envolée des dettes des pays du Sud ? On le voit avec les graphiques de Target 2, où d'un côté vous avez le solde de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et du Luxembourg qui ne cesse de grimper avec des fluctuations, mais qui ne cesse de grimper vers le haut. Tandis que vers le bas, vous avez des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui eux ne cessent de se dégrader. Mais ce risque est acceptable Non, il n'est pas du tout acceptable en ce moment. La dette française, elle est désormais hors contrôle. Et vous savez ce qui est en train de se passer ? C'est la faute de l'euro, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter très fortement. Ça veut dire que le prix des obligations est en train de baisser. Et donc les grands fonds style BlackRock qui ont pu acheter de la dette sont désormais extrêmement inquiets. On va sans doute avoir une nouvelle dégradation de la situation de la signature de la France. Oui, c'est à cause de l'euro, parce que l'euro est une monnaie surévaluée, est une monnaie procyclique, c'est-à-dire qu'elle est systématiquement trop chère pour les pays du Sud et trop bon marché pour les pays du Nord. Donc nous avons une situation où la France dégage des déficits commerciaux géants à un chômage considérable. De toute façon, ce sont des sujets vraiment techniques sur lesquels nous sommes là ici. Et malheureusement, je vous remercie de m'inviter, mais malheureusement, ces sujets de fond, ces sujets sérieux ne sont jamais abordés sur les grandes chaînes de télévision françaises en ce moment. Voilà, c'est ça la vérité. Non, mais la difficulté, si vous voulez, c'est que l'Union européenne, c'est pas le paradis, d'accord ? Le souverainisme, c'est pas plus le paradis. Vous savez, les deux ont des inconvénients. Moi, je passe mon temps, effectivement, à le démontrer. Moi, ce que je vois, c'est que nous sommes dans un monde de 8 milliards d'habitants, où on risque une guerre totale avec la Russie. Ça s'approche, doucement. La situation au Proche-Orient échappe à tout contrôle. L'Iran est un pays de plus en plus agressif, etc. Eh bien, je pense qu'à 67 millions, on est plus faible qu'à 450 millions, quels que soient, effectivement, les problèmes que l'Union européenne pose, et elle en pose. Alors c'est toujours la même rhétorique, l'union fait la force. Non, l'union ne fait pas la force si vous mettez 27 pays qui ne sont d'accord sur rien. Ça fait l'immobilisme. Ils ne sont pas d'accord sur rien. Regardez, par exemple, sur la question de la guerre, je suis désolé, mais l'Union, on nous a dit pendant des décennies l'Europe c'est la paix. Non, l'Europe nous entraîne à la guerre directement. On voit d'ailleurs des commissaires européens comme M. Thierry Breton qui fait des coups d'État. Je n'ai jamais vu dans les traités européens que le commissaire chargé des affaires du marché unique soit habilité à coordonner la fabrication d'obus, à prendre par ailleurs des mesures liberticides comme le DSA. Je n'ai jamais vu ça dans les traités. Le Digital Services Act sur le numérique, alors justement, vous parliez de Thierry Breton, on va parler de sa chef, parce que l'un des enjeux de cette élection européenne, c'est la présidence de la Commission européenne. L'actuelle présidente Ursula von der Leyen, qui est donc tête de liste de la première force politique en Europe, le PPE, le Parti populaire européen, eh bien elle paraît a priori bien partie pour rempiler, mais ça ne va pas être une partie de plaisir. Voici l'édito de Jean Quatremer. La reconduction d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission ne s'annonce pas comme un long fleuve tranquille. En effet, en acceptant d'être la tête de liste du PPE, le Parti populaire européen, elle a pris le risque de déplaire aux chefs d'État et de gouvernement qui ne sont pas de son bord politique. Emmanuel Macron l'a clairement dit le 22 mars dernier. Écoutons-le. Moi, je tiens beaucoup à ce que la Commission porte, c'est-à-dire qu'elle est dépositaire de l'intérêt général européen. Et ce faisant, elle doit s'élever tout à la fois au-dessus des partis et des pays. C'est ça son rôle dans le jeu. C'est pourtant le chef de l'État français qui a littéralement inventé en 2019 la ministre de la Défense d'Angela Merkel. Il a en effet proposé son nom afin de tuer la candidature d'un autre Allemand, Manfred Weber, la tête de liste du PPE. Il ne voulait pas en effet se voir imposer un nom par le bureau politique du PPE dont il ne reconnaît pas la légitimité à juste titre. Or, cette fois, von der Leyen est la candidate du PPE, ce qui pourrait lui être fatal, d'autant que le programme du PPE heurte de front le programme de Renaissance, le parti du président. Les conservateurs veulent notamment en finir avec le pacte vert, principale réalisation de la commission sortante et dont Emmanuel Macron estime être le père.
Surtout, Manfred Weber, devenu président du PPE, joue un jeu trouble. C'est lui qui a tordu le bras d'Ursula von der Leyen pour qu'elle soit tête de liste, en sachant que cela déplairait à la France. Pire, il a montré que les conservateurs n'étaient pas tous rangés derrière Ursula von der Leyen. Seule candidate, il aurait pu la faire élire par acclamation, mais il a préféré organiser un vote qui a montré qu'une bonne partie des délégués ne la soutenait pas. Autrement dit, une éventuelle désignation par le Conseil européen ne lui garantit pas une confirmation par le Parlement, d'autant que la droite populiste et eurosceptique devrait enregistrer une forte poussée. Rappelons qu'en 2019, elle n'avait obtenu que 9 voix de majorité. Or, en 5 ans, elle s'est fait de nombreux ennemis, son mode de gouvernance autoritaire et paranoïaque ayant indisposé beaucoup de monde. Merci, cher Jean. Un espoir est dans l'air. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec Jean Quatremer sur ce point, François Asselineau ? Je vais vous dire, cette analyse de Jean Quatremer, comme beaucoup de ses analyses, elle est juste. C'est-à-dire, oui, tout à fait. On arrête là. Elle est juste factuellement, sauf qu'il ne va jamais au bout. Parce que ce qui se cache en fait derrière le fait que Mme von der Leyen va être flinguée, c'est que nous avons des forces qui ont décidé de mettre à la place M. Mario Draghi. M. Mario Draghi qui, le 29 novembre dernier, vous savez qu'il a été vice-président de Goldman Sachs International, puis catapulté président de la BCE, puis catapulté sénateur à vie en Italie, puis président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection, et puis maintenant il est à la retraite, sauf qu'il a dit le 29 novembre dernier qu'il fallait que l'Union européenne devienne un État. Et je voudrais dire ici, alors vraiment c'est très important ce que je vais dire, c'est que si l'Union européenne devient un État, si M. Mario Draghi prend la tête de la Commission européenne, avec les Français ne sont pas du tout au courant de tout ce qui se passe, il se passera quoi ? Il y aura 2 conséquences immédiates. À l'ONU, on retire tous les chevalets des 27 États. La France perd son siège. Vous n'avez pas un siège à l'ONU pour la Californie, pour l'Arizona ou pour la Floride. Donc la France perdra son siège. Et vous aurez quoi au Conseil de sécurité ? Vous aurez les États-Unis d'Amérique, vous aurez la Russie, la République populaire de Chine, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui, justement, sera sorti juste avant pour conserver son statut de grande puissance que la France aura immolé sur le principe François de la construction Asselineau, tête européenne. de liste UPR aux européennes, à votre Alors, avis, j'en reviens à Mario Draghi et donc sa déclaration la plus importante. Et il n'est donc pas impossible que M. Mario Draghi devienne président de la Commission européenne. C'est dire si les propos qu'il a tenus doivent être vraiment examinés à la loupe. Et qu'est-ce qui se passerait donc si la France, les autres pays de l'Union européenne, appartenant à l'Union européenne, d'un seul coup, consentaient à ce que l'Union européenne devienne un État ? Il faut savoir qu'actuellement, l'Union européenne n'est pas un État. C'est une organisation internationale qui a la personnalité juridique, mais qui n'est pas un État. C'est une organisation comme, par exemple, l'Organisation des Nations Unies, l'ASEAN, l'Organisation des Nations d'Asie du Sud-Est, l'Organisation du Mercosur en Amérique latine, etc., etc. Si l'Union européenne devenait un État, ce qui signifie qu'il faudrait changer les traités européens, ce qui signifie l'accord des 27 gouvernements puis des 27 parlements. Ça n'est donc pas encore fait. Mais si l'Union européenne devenait un État, la conséquence serait quoi ? Alors, il est utile à cette occasion que je fasse un petit rappel. L'ONU a été créée par une charte qu'on appelle la Charte de San Francisco, qui a été signée en fin juin 1945 et qui est entrée en vigueur le 24-25 octobre 1945. Dans cette charte, il y a essentiellement, au sein de l'ONU, il y a toute une série d'institutions, des organisations rattachées, mais l'ONU elle-même est composée de l'Assemblée générale, où il y a tous les États du monde qui sont membres des Nations unies. Aujourd'hui, il y en a 193. Il y a quelques très rares États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies, par exemple Taïwan, l'État qui n'est pas reconnu comme un État indépendant, notamment par la République populaire de Chine. Mais le nombre d'États est très faible qui ne sont pas à l'ONU. C'est parce qu'en général, ils ne sont pas reconnus comme tels par d'autres États. Par exemple, l'État palestinien n'est pas un État membre de l'Organisation des Nations Unies. Il y a d'ailleurs actuellement des conversations, des négociations dans les coulisses. Certains
pense qu'il faudrait que l'État palestinien soit reconnu comme un État de plein droit de l'Organisation des Nations Unies, ce pourquoi personnellement je suis favorable, puisque j'ai déjà eu l'occasion de signaler que nous étions favorables à l'UPR, à l'application du droit international actuel qui prévoit qu'il y ait 2 États en Palestine avec l'État d'Israël qui soit coexistant avec l'État palestinien. Alors ça, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies où il y a 193 États et qui peuvent voter des résolutions notamment, et devant lesquelles planchent tous les chefs d'État ou de gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères du monde entier chaque automne pour définir un petit peu quelle est leur politique nationale respective, entre autres choses. Et puis il y a une instance suprême qui s'appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un peu le gouvernement, si l'on peut dire. Et cette instance suprême a un pouvoir très important, puisqu'elle a le pouvoir d'abord de prendre des résolutions, les résolutions du Conseil de sécurité qui ont force de loi en termes de droit international, normalement, même si certains États refusent de les appliquer, et également de mettre en œuvre ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le chapitre 7 prévoit donc des actions éventuellement militaires de l'ONU en envoyant des casques bleus, c'est-à-dire des soldats de l'ONU ayant un casque bleu, avec marqué dessus UN pour United Nations, et qui vont essayer de séparer des belligérants. Et puis le Conseil de sécurité peut donc décider d'intervenir dans ce cas-là. Alors, ce Conseil de sécurité comporte 15 membres. Et évidemment, pas être membre du Conseil de sécurité est quelque chose qui est très désirable, puisque ça veut dire faire partie des quelques pays qui peuvent imposer des résolutions à l'ensemble du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1945, il a été défini qu'il y aurait donc 15 membres, 5 membres permanents et 10 membres non permanents qui changeraient tous les 2 ans, avec un mandat de 2 ans et avec une répartition entre les continents. C'est-à-dire que sur les 10 États membres, il y en aurait 2 pour l'Amérique latine, 2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 ou 2 pour l'Océanie, et puis le reste, Moyen-Orient, etc. Donc c'est une espèce de répartition pour que tout le monde entier soit représenté. Et puis également 1 ou 2 pour l'Europe. Alors, le Conseil de sécurité, depuis 1945, comporte 5 États. Et en 1945, les 5 États qui ont eu le siège permanent au Conseil de sécurité, ce qu'on appelle les grandes puissances, ils ont de surcroît un autre pouvoir considérable, c'est le droit de veto. Ils peuvent mettre leur veto à l'adoption d'une résolution. Donc ça fait vraiment d'eux les 5 grands, comme on dit, les 5 grandes puissances du monde. Quelles étaient ces 5 grandes puissances en 1945 ? Eh bien, les 5 puissances qui faisaient partie des puissances victorieuses, des nations unies contre qui ? Contre l'Allemagne nazie, l'Italie mussolinienne et le Japon militariste, c'est-à-dire en fait contre l'Axe. D'ailleurs, l'Allemagne, l'Italie, le Japon sont entrés plus tard que les autres à l'ONU. L'Italie, de mémoire, et le Japon sont entrés à l'ONU en 1955, c'est-à-dire 10 ans après la création de l'ONU. Quant aux Allemagnes, elles ne sont entrées qu'en 1973, avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, lorsqu'il y a eu l'accord de l'URSS. Alors, quelles étaient ces 5 puissances victorieuses ? Premièrement, les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, l'Union soviétique. Je rappelle qu'on est en 1945. Troisièmement, la Chine, qui à l'époque est dirigée par le Kuomintang, avec le drapeau du Kuomintang, qui est aujourd'hui le drapeau de l'île de Taïwan. Quatrièmement, la France. Et cinquièmement, le Royaume-Uni. Ce sont eux les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, maintenant, si l'Union européenne devenait un État, quelles en seraient les conséquences ? Les conséquences immédiates, c'est qu'il y a 27 États des Nations Unies qui disparaîtraient. On retirerait leur chevalet sur leur table, sur leur place, au sein de l'Assemblée générale. C'est les 27 membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, qui disparaîtraient. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ils ont un siège et un seul. Il n'y a pas un siège pour le Colorado, la Californie, la Floride, le Wyoming, le Texas, l'État de New York, le Rhode Island et le Tennessee. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un seul siège pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, de la même façon qu'il y a un seul siège pour l'Inde
et non pas pour les différents États de l'Union indienne, où vous avez le Maharashtra, le Karnataka, l'Uttar Pradesh, etc., etc. Non, il y a un seul siège pour l'Inde. Donc si l'Europe devenait un État, par exemple les États-Unis d'Europe, comme certains rêvent comme ça, sans réfléchir que ça les devienne, eh bien donc les 27 États disparaîtraient de l'Assemblée générale. Et qu'est-ce que ça donnerait au Conseil de sécurité ? Ben, reprenons la composition actuelle. La composition actuelle, elle a varié par rapport à 1945, puisqu'il y a eu des évolutions, notamment en Chine et en Union soviétique. On a ici, c'était la composition de 1945. Je rappelle qu'en 1971, la République populaire de Chine a succédé, le régime de la République populaire de Chine a succédé au régime de Taïwan. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, c'était bloqué par les États-Unis. Mais en 1971, les États-Unis ont levé leur veto. Et donc, le régime de Pékin a succédé au régime de Taïwan, de telle sorte que le siège de la Chine a été dévolu à la République populaire de Chine, exit le drapeau du Kuomintang, qui maintenant est celui de l'île de Taïwan. Et puis, deuxième évolution, en 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée, et donc il y a eu toute une quinzaine de républiques qui sont émergées des décombres de l'URSS. La république la plus importante en superficie et en population étant la République socialiste fédérative de Russie, bien entendu, et c'est elle qui a été, à laquelle ont été dévolus à la fois les armements nucléaires de la défunte URSS, mais également a été donné le siège au Conseil de sécurité, autrefois appartenant à l'URSS, donc exit le drapeau de l'URSS, arrivée du drapeau de la Russie nouvelle, de la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passerait si l'Union européenne devenait un État ? Et nous aurions donc toujours les États-Unis, toujours la Russie, toujours la République populaire de Chine, et cette fois-ci, c'est le drapeau français qui disparaît, le drapeau de la République française, et qui est remplacé par l'Union européenne. Et enfin, il reste le Royaume-Uni. Alors, je m'adresse ici à vous. Vous savez, on dit de façon plus ou moins plaisante, les gens qui connaissent notre histoire parlent des Britanniques et du Royaume-Uni comme de la perfide Albion. Les Britanniques voient toujours le coup d'après. En fait, le fait d'être sortis de l'Union européenne les prémunit d'être ravalés au rang de puissance inexistante. Dans le schéma existant, le fait que nous restions dans l'Union européenne, si nous allons dans ce que dit Mario Draghi, ça veut dire qu'à horizon de quelques années, surtout si les dirigeants français baissent les bras comme ils les ont toujours baissés, surtout si la France est dirigée par un traître à la patrie comme est Emmanuel Macron, dont 80% des Français ont compris qu'il n'est pas là pour servir les intérêts de la France et du peuple français, mais les intérêts d'une oligarchie euro-atlantiste qui, entre autres choses, rêve de détruire la France, de détruire l'influence française, la langue française, tout ce qui a fait obstacle à l'impérium anglo-saxon, eh bien, il se peut que dans quelques années, et assez rapidement, et on peut compter sur Macron ou sur Bardella ou sur Madame Marion Maréchal ou sur tous ces gens qui veulent rester coûte que coûte dans l'Union européenne, eh bien, on peut tabler sur le fait que nous ne serons plus une grande puissance, tandis que le Royaume-Uni, lui, qui a eu la sagesse de sortir de l'édifice Union européenne tant qu'il en était encore temps, garderait son statut de grande puissance. Ça n'est pas tout. Si l'Union européenne devient un État et que les États-nations à l'intérieur de l'Union européenne donc deviennent des États fédérés, l'équivalent de canton suisse, eh bien il pourrait leur arriver exactement ce qui a pu se passer par exemple en Suisse en 1978-1979. Chez nos amis helvétiques, il y a, je crois, 26 cantons. Il y avait un canton qui était le canton de Berne, qui était un canton très important, et dont la partie nord-ouest était peuplée de francophones, de Romandie, comme on dit chez nos amis suisses, alors que le reste était plus peuplé, et est peuplé de germanophones dans le canton de Berne. Et les habitants de cette partie du canton de Berne qui étaient francophones,
et qui ont eu une histoire particulière, eh bien, avaient une revendication depuis un certain nombre d'années, même de décennies, de former eux-mêmes un canton spécifique. Et finalement, après un certain nombre de rebondissements qu'il est un peu oiseux de rappeler ici, eh bien, il y a eu une votation en 1978 et il a été décidé, par la volonté de la population de ce morceau de canton, qu'il formerait un nouveau canton, le canton du Jura, qui a donc entré formellement avec sa souveraineté en tant que canton helvétique au sein de la Confédération le 1er janvier 1979. Ce qui s'est passé en Suisse à cette occasion pourrait très bien se passer lorsque l'Union européenne serait devenue un État avec des États fédérés. Puisque la France ne serait plus qu'un État fédéré parmi d'autres, qu'elle n'aurait perdu sa souveraineté nationale et internationale, elle n'aurait plus sa monnaie, elle n'aurait plus son siège au Conseil de sécurité, ça ne serait finalement plus qu'une province, rien n'empêcherait que la collectivité européenne d'Alsace devienne, en fait, un nouvel État fédéré, se sépare de l'État fédéré France, comme le canton du Jura s'est séparé du canton de Berne. D'ailleurs, Macron fait tout pour qu'il en soit ainsi, puisque déjà François Hollande avait été dans la direction de supprimer les départements en Alsace pour créer une collectivité européenne d'Alsace, mais les Alsaciens l'avaient refusé par référendum en 2013. Macron l'a fait en 2019 dans le dos des Alsaciens et des Français. Et aujourd'hui, nous avons en Alsace une collectivité européenne d'Alsace. Tout est prêt pour que demain ou après-demain ou dans quelques années, eh bien, il soit décidé qu'en fait, la collectivité européenne d'Alsace est un nouvel État fédéré, à égalité avec, par exemple, la Belgique, le Luxembourg ou le reste de la France, devienne un 28e État fédéré de l'État des États-Unis d'Europe. Et donc que Strasbourg traite directement avec Bruxelles. Ça serait la fin, tout simplement, de l'Alsace française. Ce qui se passerait pour l'Alsace peut très bien se passer avec la Corse. Vous avez noté que M. Macron, dans le dos des Français, dans le dos même d'une grande partie de la population corse, est en train de concocter un énième statut d'évolution de pouvoir à la Corse. Tout se passe comme si, en fait, Emmanuel Macron préparait la scission, la séparation de la Corse, qui deviendrait un nouvel 29e État fédéré au sein de l'Union européenne. Donc il y a effectivement des indépendantistes corses. D'ailleurs, tous ceux qui votent pour les indépendantistes ne sont pas indépendantistes, c'est encore une autre histoire. Mais il y a une large majorité en Corse de Corses qui ne veulent pas de l'indépendance de la France. Mais peu importe. En fait, nous allons dans cette direction. Et Jean-Guy Talamone, qui a dit, il y a maintenant une vingtaine d'années, « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Notez bien sûr, que c'est une indépendance factice. C'est-à-dire que la Corse ne serait pas plus indépendante qu'elle ne l'est maintenant, elle serait au contraire bien moindre, puisqu'elle serait sous la tutelle féroce de l'Union européenne, de Bruxelles, et derrière Bruxelles, de l'oligarchie euro-atlantiste. Ce qui est vrai de la collectivité européenne d'Alsace ou de la Corse pourrait s'étendre à la Bretagne, au Pays basque, à la Catalogne espagnole et française, etc., etc. En réalité, et c'est ce sur quoi j'attire votre attention, M. Mario Draghi est en train de préparer cela, dans le dos du peuple français. Il y a en fait 4 grands sujets énormes pour ces élections européennes. Il y a l'avenir de la zone euro et de notre endettement exponentiel. Il y a la guerre avec la Russie et notre position sur l'Ukraine. Il y a la politique migratoire délirante de la Commission européenne qui s'est fixée pour objectif de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants chaque année au sein de l'espace Schengen. Et puis il y a enfin non seulement l'élargissement, mais aussi le morcellement et la destruction programmée des grands États-nations dans le cadre d'une Union européenne qui serait devenue un État.
Ce dernier sujet est peut-être le plus important finalement, puisqu'il touche directement à l'existence même de la France. Notez bien que si l'Alsace ou la Corse ou la Bretagne devenaient des États fédérés, on aurait des bonnes âmes qui promouvraient chez ces différentes régions les langues locales comme le brezonnec, qui d'ailleurs ne représentait traditionnellement qu'une toute petite partie de la Bretagne, la partie littorale, mais pas l'intérieur, où l'on parlait le gallo. On promouvrait l'apprentissage de la langue corse en Corse, de l'alsacien en Alsace, mais surtout et bien sûr, la promotion serait celle de l'anglo-américain comme langue de travail et comme langue permettant de converser avec les autres États fédérés de l'Union européenne. Donc en fait, les Corses ne retrouveraient pas la Corse. Ils auraient une Corse complètement soumise à Washington et complètement américanisée, ayant perdu progressivement ses spécificités corses pour se transformer en une espèce de folklore abattardi. Ce serait également ce qui prendrait au nez des Alsaciens, des Bretons ou bien des Catalans, des Basques et j'en passe. Le grand sujet de notre époque, c'est celui-ci. Est-ce que oui ou non, les Français vont laisser détruire la France? Et ce ne sont pas des propos inouïs, exagérés, excessifs, etc. Non, c'est maintenant que ça se pose, parce que c'est maintenant que M. Mario Draghi commence à pointer le museau, et bien entendu, il a le soutien de Washington et de toute l'oligarchie euro-atlantiste derrière lui, qui constate que l'ensemble de l'Union européenne est en train de s'effondrer, va vers un destin à la soviétique, à la fin de l'URSS, et donc pour forcer le destin, veulent forcer cet ensemble à devenir un État et à détruire les États-nations. C'est le grand sujet de notre époque. Est-ce que ça passerait comme une lettre à la poste? Certainement pas, puisque, comme vous le savez, pour changer les traités européens, il faut l'accord de 27 gouvernements et de 27 parlements. Même si des gouvernements, comme le gouvernement français actuel, sont des traîtres et seraient prêts à saborder la France, il est vraisemblable qu'un certain nombre de pays s'y opposeront ou feront de la résistance. On entre dans une zone de tous les dangers. Il appartient au peuple français de le comprendre bien à fond, de bien réaliser ce que ça signifie, et il appartient au peuple français d'en tirer les conséquences. Tirer les conséquences, ça veut dire qu'il faut que le 9 juin prochain, le plus grand nombre possible d'entre vous aille voter pour les élections européennes, pour la seule et unique liste qui leur parle de ça, et je parle de l'Europe des régions depuis maintenant 17 ans, pour la seule liste qui leur explique ce qui est en train de se passer, et aille voter pour ma liste, la liste Asselineau, notre liste, la liste de l'UPR, la liste de l'UPR pour le Frexit, pour le pouvoir d'achat, pour la paix et pour l'unité nationale. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.